Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro Sapat de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Aujourd'hui, zoom sur une maladie qui a encore beaucoup questionné, la dépression. Peut-on s'en sortir? Qui aller voir? Quelles sont les causes, les étapes? Pour en savoir plus, nous accueillons Élodie Poncin, psychologue en cabinet libéral. Bonjour Élodie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la dépression débute? Quelles sont en général les causes? Je vais peut-être commencer par les causes. Les causes, elles sont toujours plurifactorielles. On va dire qu'il y a des facteurs qui sont plus prédisposants, c'est-à-dire qui favorisent l'apparition de la dépression. Les études là montrent actuellement qu'on peut avoir un terrain génétique plus favorable à la dépression selon si on a eu des parents qui pouvaient aussi souffrir de dépression. Il n'y a pas de gène de la dépression à proprement parler, mais vraiment il peut y avoir un terrain génétique qui est plus favorable. Ce qui prédispose aussi, c'est si on a été victime dans son enfance de traumatismes, de tout ce qui va être les difficultés d'attachement, si on a connu un environnement insécure ou avec des violences intrafamiliales, ça va vraiment favoriser par la suite des dépressions. Il y a aussi des facteurs qui vont favoriser le déclenchement de la dépression. Si on est par exemple confronté à du stress constant, ça peut être notamment au travail. Si on traverse des périodes aussi de changement, parce que effectivement tout changement chez l'humain c'est pas simple, ça demande de l'adaptation. Donc ce qui va être un changement, un déménagement, une séparation, un deuil, ça va favoriser ces moments de vulnérabilité qui peuvent amener à la dépression. Quand on est dans une situation sociale difficile, quand on peut être vraiment dans la précarité, ça va aussi favoriser la dépression. Si on souffre d'une maladie chronique, on a aussi une maladie psychiatrique, ce qui peut être par exemple de la schizophrénie ou quand on a des troubles anxieux généralisés, on va avoir plus tendance aussi à avoir de la dépression. Ce qui est important de noter, c'est quand même que la dépression, elle va d'abord en fait s'installer à bas bruit. On ne voit pas au début que ça s'installe. Et quand on ressent vraiment les retentissements dans sa vie, c'est déjà qu'elle avait fait son chemin, la dépression. Donc moi, je vais prendre une image, c'est comme si on était un pneu, qu'on n'a plus de pression. Donc on est vraiment là, c'est la dépression, le pneu est tout dégonflé, ne peut plus avancer. C'est comme si on était complètement éteint, qu'on n'avait plus d'énergie, qu'on n'avait plus de ressources pour avancer. Donc ça a des retentissements dans tous les domaines de la vie. C'est vraiment une tristesse généralisée qui s'installe durablement, qui va vraiment toucher le social, donc le lien avec les autres. On n'a plus envie de manger ou on a trop besoin de manger. On est très fatigué ou on n'arrive pas du tout à dormir. Donc ça va toucher le corps, le psychisme et puis la relation avec son monde extérieur. On sait qu'il y a des différentes phases dans la dépression. À quel moment doit-on demander de l'aide ? Évidemment, le mieux, c'est toujours de faire ça le plus tôt possible, dès qu'on commence à en ressentir les effets. Après, ce qui est très difficile dans la dépression, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que si on est vraiment à plat, qu'on n'a plus d'énergie, comment trouver l'énergie d'aller demander de l'aide? En plus, quand on souffre de dépression, on a des idées extrêmement négatives sur soi, on se dit qu'on est nul, qu'on n'arrive à rien, donc on mériterait même pas d'aller demander de l'aide. Ça peut empêcher le fait de se mettre en mouvement et de demander de l'aide. Mais si on y arrive, c'est vraiment déjà le premier pas pour aller mieux. Auriez-vous un conseil pour aider les proches à reconnaître les symptômes de cette maladie ? L'expérience de la dépression, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très difficile à vivre pour la personne elle-même qui le traverse. On traverse des moments où on est complètement perdu, on voit tout en noir, on peut avoir honte, se dire que du coup on n'est rien, on est moins que rien. Donc on va aussi essayer de cacher son mal-être, pas le montrer, on fait semblant, on met un masque pendant le plus long moment qu'on peut. Et puis on ne veut pas embêter ses proches, on ne veut pas les inquiéter, donc on fait en sorte que ça ne se voit pas. Et pour les proches, vraiment, si vous sentez que quelqu'un autour de vous commence à avoir vraiment des idées noires, à être pessimiste, à plus avoir envie de sortir, à plus avoir envie de faire des activités qu'auparavant la personne aimait beaucoup,
c'est des signaux d'alerte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui est en train de s'éteindre chez son proche. Et donc, il faut pas hésiter à laisser la porte ouverte, à dire je vois que ça va pas trop en ce moment, on dirait qu'il y a quelque chose, est-ce que tu as envie d'en parler? Mais surtout, ce qu'il faudrait pas faire, c'est brusquer la personne ou la secouer. Lui dire allez, bouge-toi, allez, prends-toi en main. En fait, quand on est dans la dépression, on se met déjà ce qu'on appelle des coups de pied au cul, si je le dis vulgairement. Les personnes dépressives, elles passent leur temps à entendre des grosses voix, là, une grosse voix qui leur dit il faut que tu fasses ci, tu le fais pas, t'es nul, il faudrait que tu fasses ça, tu le fais pas, t'es nul. Donc il faut prendre soin de la personne qui est en dépression et vraiment lui dire écoute, si t'as besoin, qu'est-ce que t'aurais besoin pour que je t'aide, lui proposer des portes de sortie, on va dire, en tout cas qu'elle puisse saisir la main qui lui est tendue. Voilà. Si la personne n'a pas forcément envie de parler, est-ce que c'est bénéfique pour les proches de poser beaucoup de questions ? Comme on est apathique, ça veut dire qu'on n'a pas d'énergie, qu'on n'a pas de force, forcer la personne à réfléchir, c'est déjà compliqué. Parce qu'on se rend compte dans la dépression en plus que ça a vraiment des effets sur le cerveau. C'est comme si le cerveau, à certains endroits, il va s'atrophier, il va un peu se réduire, donc on n'a plus les mêmes compétences qu'en temps normal. C'est normal de ne pas arriver à parler, c'est normal de ne pas arriver à réfléchir. Il y a des personnes même qui peuvent avoir un peu des troubles de la mémoire, de la concentration. Il vaut mieux pas la forcer, vaut mieux lui dire ok, je vois que ça va pas, écoute, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que, je sais pas, est-ce que tu voudrais que je t'aide à trouver quelqu'un pour t'aider et chercher avec elle. C'est plutôt l'aider à passer à l'action que de la bombarder de questions en disant mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas l'aider. On sait qu'on peut se tourner vers plusieurs professionnels pour être aidé, lesquels et comment les choisir. En premier lieu, il y a toujours le médecin traitant. Parce que le médecin traitant, c'est quelqu'un qui nous connaît depuis longtemps, souvent, si on a la chance d'en avoir un. Et du coup, ça va être le premier maillon de la chaîne. Le médecin traitant va pouvoir prescrire au besoin un traitement médicamenteux avec un antidépresseur. Et puis, il va pouvoir aussi orienter vers d'autres professionnels. Alors évidemment, il y a les psychologues. Nous, les psychologues, on est des professionnels de la santé mentale. On n'est pas des médecins. Donc nous, on prescrit jamais de traitement. On va proposer une écoute bienveillante et voilà, aider la personne à pouvoir travailler sur elle. Il y a les psychiatres. Donc les psychiatres, eux, c'est des médecins qui sont spécialisés dans la santé mentale, qui vont pouvoir prescrire des traitements aussi médicamenteux. Et pour certains, faire des psychothérapies. Par contre, les psychiatres, il y en a de moins en moins, voire quasiment plus. Donc, ils ont de moins en moins de temps et c'est très rare d'avoir des personnes qui sont disponibles pour des psychothérapies. Après, il existe maintenant plein de nouvelles choses, des nouvelles, je dirais, thérapies qui sont parallèles, plein de nouvelles techniques, la sophrologie, il y a plein de choses qui existent qui sont hyper intéressantes, hyper bénéfiques. Par contre, je dirais, il faut toujours faire attention parce que quand on est notamment en dépression, on est plus vulnérable, donc il faut faire attention à qui on s'adresse, bien vérifier, savoir qu'il y a d'autres personnes qui y sont allées avant, voir si la personne a fait quand même des formations. Et je dirais, sa santé mentale, on ne peut pas la confier à n'importe qui. Donc il faut vraiment se sentir à l'aise avec la personne. Si on se sent un peu forcé ou mal à l'aise, c'est pas la peine, on change. Pour ma part, pour les psychologues, c'est ce que je dis toujours. Quand on vient rencontrer un psychologue, on peut essayer une fois. Puis se dire, en fait, la personne, elle me convient pas, c'est pas grave. Faut pas hésiter à changer. Se confier à quelqu'un, c'est toujours difficile. C'est une aventure humaine, donc il faut se sentir à l'aise pour pouvoir travailler. Il y a parfois des médecins traitants qui proposent des centres psychiatriques pour les personnes qui sont en maladie de dépression. Oui, effectivement, ça peut arriver qu'en fait, pour traverser ce moment de dépression, c'est tellement difficile qu'il y a besoin aussi d'hospitalisation, de lieux où on est coupé de l'extérieur, justement, on n'a plus la pression de l'extérieur et on peut se reposer, on peut prendre soin de soi. On est accompagné par des équipes pluridisciplinaires, donc il va y avoir des médecins, des infirmiers psychiatriques, plein de thérapeutes différents. On va pouvoir bénéficier de thérapies individuelles, mais aussi de thérapies groupales. Il y a beaucoup de choses qui sont axées aussi sur la création. Si on en a besoin, c'est vraiment nécessaire. Donc se déculpabiliser et se dire que c'est aussi un moyen d'aller mieux. Je dirais aussi, et j'ai oublié de le dire, si on a besoin, on peut aussi s'adresser à des centres médico-psychologiques. C'est des centres qui sont accessibles et gratuits, qui dépendent du secteur dans lequel on vit. Là, on peut rencontrer gratuitement aussi des professionnels de la santé mentale pour s'en sortir. La question qu'on se pose souvent quand on est mal, c'est comment d'en parler ? Va-t-il m'aider à aller mieux ? Qu'auriez-vous envie de répondre en tant que psychologue ? C'est une question évidemment très intéressante. Je dirais que ce qui est important, c'est pas tant que de parler que d'être entendu.
Parce que quand on est à plat, parler, ça nous coûte énormément. Donc, il faut aussi être en face de quelqu'un qui puisse vous entendre, même dans les difficultés pour parler. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on est souvent face à un entourage qui peut être dépassé, qui sait pas comment nous aider, qui parfois est maladroit. On veut dire, ah bah tiens, allez, comme je vous disais tout à l'heure, allez, bouge-toi, t'as tout pour être heureux, ce que certains patients entendent parfois. Et dire, ouais, mais moi en fait, je souffre quand même. Donc, allez voir quelqu'un qui est formé pour entendre ce qui rend triste, ce qui met en colère, ce qui fait honte aussi, parce qu'il y a beaucoup de honte. Un professionnel qui va pas vous juger, qui fait pas partie de votre vie de tous les jours, c'est important pour pouvoir vraiment décharger sa souffrance et être accueilli et à un moment pouvoir comprendre ce qui se passe pour aller mieux. À votre avis, pourquoi certaines personnes craignent-elles de suivre une psychothérapie ? On va dire qu'il y a pas mal de représentations sur les psys. Donc il y a la représentation basique qui était beaucoup avant, c'était si je vais chez un psy, c'est que je suis fou. Heureusement, ça c'est vraiment de moins en moins le cas grâce à toutes les campagnes aussi de sensibilisation. Alors il y a toujours de la honte aussi à aller rencontrer quelqu'un, dire qu'on va pas bien, c'est reconnaître qu'il y a un problème et puis parfois c'est de se dire alors ça veut dire que je suis faible si j'ai besoin de quelqu'un, ce qui n'est jamais le cas puisque comme je le disais et que je le crois intimement, demander de l'aide c'est montrer quand même du courage et de la force, c'est de dire ouais en fait c'est difficile, j'ai besoin de l'autre, je suis capable de le reconnaître, c'est quand même une belle leçon de vie. Il y a, et c'est ce que me disait une patiente là très récemment aussi, c'est l'idée, si je vais voir un psy, c'est un psy qui va rien dire, qui va me regarder et ça va être horrible. Ça, c'était peut-être le cas, il y a certaines représentations, mais c'est de moins en moins le cas. Quand on est psychologue, on intervient, on échange, on fait en sorte que la personne, elle se sente à l'aise, en sécurité et soutenue aussi par nos échanges. Si le feeling ne marche pas avec une psychologue, comment on peut faire ? On n'y retourne pas. On n'est pas obligé. Et comme je dis, c'est vous qui avez la télécommande. Donc, si vous vous sentez pas à l'aise avec quelqu'un, vous n'allez pas aller lui confier votre vie. Vous allez être obligé de faire semblant, de vous sentir forcé. Et alors, ça ne marchera absolument pas. Surtout quand on est en dépression, qu'on est fatigué, on ne s'impose pas ça. Soit on dit, je vais réfléchir. C'est ce que je dis aux patients. C'est vous qui choisissez. À la fin de tous mes entretiens, je dis, alors, qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Vous préférez prendre le temps de réfléchir ou vous préférez rebloquer un rendez-vous ? Comme ça, la personne elle est toujours libre. Si elle n'ose pas me dire non, j'ai pas envie de revenir, elle peut dire oui, je vais réfléchir. Voilà, comme ça c'est une porte de sortie. Parler de sa propre vie à un inconnu peut être difficile. Comment vous trouvez les moyens de mettre à l'aise vos patients ? J'essaye moi toujours de me montrer évidemment bienveillante, à l'écoute. Moi, j'utilise beaucoup d'images, de métaphores, en fait, pour aider les personnes à comprendre ce qui se passe. Alors, j'utilise l'image du vieux pneu, et j'utilise l'image de comme si on avait un feu à l'intérieur, et que quand on est en dépression, il reste que les braises. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour allumer un feu ? J'ai l'impression que les personnes, elles me le disent souvent, ça m'aide à comprendre ce qui se passe. Et puis, moi aussi, en fait, ça m'aide à comprendre ce qui se passe. Voilà. La dépression peut être causée par des traumatismes de différentes gravités. Comment adaptez-vous le suivi psychologique ? On peut avoir vécu aussi dans son enfance beaucoup de traumatismes. Moi, en premier lieu, ce que j'essaye de faire déjà, c'est que la personne, j'essaye d'identifier ses ressources. Savoir qu'est-ce qui l'aide à aller bien d'habitude dans la vie. Souvent en dépression, on se rend compte que ce qui aidait le patient auparavant, ça a disparu. C'est-à-dire avant il y avait la copine, puis la copine c'est plus la copine. Avant il y avait le sport, puis là il y a eu une déchirure musculaire, il y a plus sport. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'il n'y a plus ces ressources. Donc en fait, j'essaye de voir sur la balance, d'un côté, il y a les ressources, d'un côté, il y a les stresseurs, et quand moi je reçois les patients, leur balance, elle est toute décalée. Donc je travaille à ce que les patients, ils mettent des ressources dans la balance, et qu'on essaye au maximum d'enlever tous les stresseurs qu'il n'y a pas besoin dans la balance. Donc je fais ce qu'on appelle un peu de la psychoéducation, c'est-à-dire que j'aide les patients à comprendre ce qui se passe pour eux à l'intérieur, pour qu'ils puissent petit à petit devenir autonomes aussi, prendre en charge leur maladie, pouvoir s'autonomiser là-dessus. Et puis j'utilise maintenant la thérapie EMDR pour tout ce qui est les traumatismes. Quand on a un traumatisme, ça bug. On a des idées négatives qui tournent tout le temps. C'est-à-dire on va se dire je suis nulle. Je vais être crue, mais la plupart des patients c'est je suis une merde, je sers à rien, je vaux rien. Et donc moi je travaille à repérer en fait ces idées négatives, à trouver toutes les racines qui font qu'à chaque fois apparaît cette idée. Trouver les racines, c'est les traumatismes que la personne a vécu. Et après, on va travailler donc avec des mouvements oculaires pour que la personne elle puisse se désensibiliser de ces traumatismes et avoir à la place de « je suis une merde », c'est « je suis quelqu'un qui a de la valeur, je suis quelqu'un de bien ». Et ça, évidemment, une fois qu'on a pu arriver à ce stade-là, ça évite les rechutes et on peut aller mieux. Quelle est votre méthode pour accompagner les enfants atteints de dépression ? Est-ce plus difficile ?
Je travaille maintenant en premier lieu, en fait, quand je travaille avec des enfants, je travaille d'abord avec leurs parents. Parce que les parents, ils sont là au quotidien avec leurs enfants et c'est eux qui ont le plus d'impact. C'est pas la psychologue, c'est vraiment les parents. Parfois, la dépression, elle se met en place aussi du fait de certains fonctionnements dans la famille qui peuvent mettre en souffrance l'enfant. Donc, je travaille avec les parents à repérer ça. Je travaille aussi parfois avec un autre psychologue. On est à 2 pour rencontrer les familles, pour pouvoir les accompagner au mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez l'enfant, la dépression, ça va pas se manifester comme chez l'adulte. Ça peut être de l'agitation, de l'irritabilité, des troubles du sommeil. Ça se manifeste beaucoup par le comportement, en fait, chez l'enfant. Comme chez l'adolescent, chez l'enfant, tout peut aller très vite. Ça peut monter très très fort dans la crise, ça peut vraiment être très compliqué. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que autant chez l'enfant que chez l'adolescent, les choses, elles peuvent aussi aller beaucoup plus vite dans la guérison. Quand on a des problèmes au niveau de la famille, quand ça touche toute la famille, il y a la médiatrice. Quelle est la méthode la plus adaptée entre la médiatrice et la psychologue pour la famille ? Je dirais que tout peut être adapté. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que quand il y a un problème dans le système de la famille, quand le système de famille, ça amène à rendre malade la famille, on travaille sur la famille, sur son système, sur comment elle fonctionne. On peut travailler donc avec une médiatrice. On peut aussi travailler effectivement avec des psychologues en ce qu'on appelle psychothérapie familiale. Moi maintenant, je travaille vraiment sur ce qu'on appelle la thérapie systémique. Donc on travaille sur le système de la famille. Les médicaments comme les antidépresseurs sont une béquille pour aller mieux. Pourquoi dans certains cas, cela ne suffit pas ? Je dirais que en fait, ça suffit jamais. Par contre, c'est vraiment important quand on n'arrive plus à avancer. J'avais encore un patient, là, que je l'avais vu la dernière séance, il ne pouvait plus du tout avancer parce qu'il avait que des idées négatives sur lui, tout allait mal, rien n'allait, donc il était tout le temps nul, il faisait rien, donc il était nul. Et comme il était nul, il faisait rien, donc la boucle infernale. Et donc là, je lui ai dit, maintenant, il faut vraiment retourner chez le médecin, il faut retourner prendre son traitement. Là, je l'ai revu et en fait, ça va beaucoup mieux avec le traitement. Le traitement, ça permet quand même de réguler ce qui se passe dans le cerveau, puisqu'on a vu que dans la dépression, le cerveau était vraiment touché. Ça permet du coup aussi de se relancer dans une thérapie parce que quand on est complètement à plat, c'est pas du tout le moment de réfléchir. Quand on est vraiment le pneu crevé, qu'on n'a plus rien, c'est pas la peine d'aller trop penser parce qu'on s'épuise encore plus. Le traitement, c'est vraiment nécessaire quand on est à plat pour pouvoir se mettre au travail. Mais comme je le disais aussi, si on se met vraiment au travail sur pourquoi on est en dépression, ça permet que la dépression, elle dure moins longtemps et puis ça évite aussi les rechutes. On sait que les médicaments peuvent faire peur à certaines personnes. Comment pouvez-vous les aider à ne pas avoir peur des antidépresseurs qui peuvent parfois poser des questions sur est-ce que ça va nous changer notre habitude, notre personnalité ? Ouais, c'est sûr que moi je suis pas quelqu'un qui pousse aux médicaments parce que moi-même j'essaye d'éviter de prendre trop de médicaments. Quand on est complètement à plat, quand on n'arrive plus à penser, quand on n'arrive plus à se lever le matin, quand on a des idées suicidaires, on peut pas continuer comme ça. Et c'est comme si on a la grippe et qu'on se dit non, je vais m'en sortir sans rien du tout. Oui, peut-être qu'on va s'en sortir sans rien du tout, mais on risque une infection en plus qui peut nous amener à l'hôpital. Donc, vaut mieux prendre un antidépresseur pendant quelques temps pour aller mieux et ensuite ne plus en avoir besoin que de rester très longtemps dans la dépression. Et plus on reste longtemps dans la dépression, plus ça a des effets sur le cerveau, sur le corps, sur les relations avec les autres. Parce que quand on est complètement dépressif, complètement à plat, on peut perdre des amis, on peut perdre, quand on est en couple, le conjoint il en peut plus. On est à haut risque quand même de se mettre en danger sur plein de niveaux dans sa vie perso, quoi. La dépression peut également avoir des conséquences sur l'entourage de la personne qui en est atteinte. Quelles sont-elles et des accompagnements spécifiques existent-ils ? C'est sûr qu'être face à quelqu'un qui est complètement éteint, qui est tout le temps pessimiste, qui a plus d'énergie, qui n'arrive plus à se concentrer, c'est quand même extrêmement difficile. On peut se sentir très impuissant, on peut se sentir démuni, en colère. Il faut soi-même pouvoir être aidé dans ces moments-là. Mais c'est pareil dans tout handicap, dans toute maladie, quand on accompagne quelqu'un qui est en difficulté, il faut aussi faire attention à soi, parce que sinon c'est la balance, pareil, d'un côté les ressources, d'un côté les stresseurs. Si on a beaucoup de stresseurs et qu'on s'oublie et qu'on n'a plus de ressources, soi-même on risque d'être épuisé. Donc toujours faire attention à ça, faire bien attention à toujours s'occuper de soi et pouvoir, si on a besoin, parler à quelqu'un, donc par exemple un psychologue, de ce qu'on est en train de vivre avec son proche.
Et puis, quand son proche est hospitalisé, ça peut exister aussi des lieux de regroupement entre proches de patients pour pouvoir partager ses ressentis. Faut vraiment pas hésiter à essayer de trouver des ressources à l'extérieur. Les adolescents entre 12 et 18 ans seraient particulièrement sensibles à la dépression. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Quand on a des changements dans sa vie, on est toujours plus à risque. Quand on est adolescent, évidemment, je ne vous apprends rien, on est en mutation, on se métamorphose, donc il y a tout plein de bouleversements hormonaux, corporels, sociaux. Et puis, on doit faire un processus de deuil, c'est-à-dire on n'est plus l'enfant qu'on était, on n'a plus les mêmes liens avec ses parents, on n'a plus les mêmes liens avec ses amis, donc on est vraiment à haut risque de dépression. Puis, c'est normal aussi de passer, sans dire de la dépression, mais c'est normal de passer par des moments de déprime, parce que oui, c'est pas évident, hein. On va dire que les moments de dépressivité, de déprime passagère, je parle pas de dépression, c'est des moments qui permettent de se réajuster, de dire ouais, c'est dur en fait, j'aimais bien être petite, puis là j'ai plus ça, je peux plus me comporter comme ça, puis ça se passe plus comme je voulais avec mes parents. Donc c'est des moments qui sont importants, c'est des moments de remise en question. Mais parfois, ça coince et puis on peut plonger dans la dépression. Dans ces moments-là, il faut toujours demander, normalement c'est les parents qui vont le voir aussi, et puis les proches, il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide et puis se faire accompagner par des professionnels formés à la question. On a pu constater une hausse importante du nombre de dépressions chez les jeunes de 18 à 25 ans, entre 2017 et 2021. Selon vous, pourquoi ? On va pas se cacher qu'on traverse une espèce de grosse crise qui est assez rapide et assez violente. Donc c'est sûr qu'on a vécu des attentats, on a vécu une grosse pandémie avec tout son lot de masques, d'isolement, de confinement. Puis il y a toutes ces questions aussi environnementales. Actuellement, on vend pas beaucoup de rêves. Et donc quand on est jeune, ça rend un peu pessimiste. Et puis, on peut avoir les adultes autour de nous qui sont pris aussi dans des inquiétudes. C'est vraiment des choses qui ne sont pas évidentes. Donc, ce que les jeunes expérimentent, ça a été aussi beaucoup la question de l'isolement. Et puis, je dirais que les réseaux sociaux aussi jouent un rôle important. J'ai beaucoup de jeunes, surtout des jeunes filles, qui viennent au cabinet et qui se sentent très diminuées par ce qu'elles peuvent voir sur les réseaux. Il faudrait être un peu comme ci, il faudrait être plus mince comme ça. Plein de choses comme ça qui jouent sur l'image de soi. Et puis, quand on commence à avoir des idées négatives sur soi, on se diminue et plus on se diminue, plus on peut, se retraumatiser et se mettre dans des situations où on est en difficulté. Donc c'est vrai que la situation actuelle, elle joue beaucoup sur le moral de tous les citoyens et quand on est jeune, on est encore plus sensible à tout cet environnement parce qu'on est en train de se construire, donc on est vraiment plus susceptible d'être touché par ça. Je dirais que ce qui est vraiment important, c'est de se couper à des moments, des médias, des gens qui sont pessimistes, de pouvoir essayer de trouver des ressources. Si on aime faire du sport, si on aime créer, si on a des amis, il ne faut pas hésiter à faire des activités avec ses proches, ne pas rester seul et vraiment essayer, et c'est très difficile et ça on le fait toute notre vie, essayer de profiter de l'instant présent. Parfois on sait qu'il y a des rechutes dans la dépression. Néanmoins, est-ce qu'on peut en guérir ? Alors j'espère que ça sent, mais moi je suis plutôt une éternelle optimiste. Donc c'est vrai que quand on a déjà eu des dépressions, on est plus à risque d'avoir d'autres moments de dépression. Plus on va pouvoir travailler dessus, plus on va pouvoir trouver des ressources, plus on va éviter les rechutes, ou en tout cas, même si ça revient, parce que ça peut revenir, on va diminuer le temps de la dépression. Je dirais que je suis toujours hyper étonnée, c'est waouh, des fois de voir des personnes qui traversent des trucs mais tellement durs où je me dis oulala, ça va pas être facile, justement est-ce qu'il faut pas aller vers l'hospitalisation, et qui des fois vont même être hospitalisées et qui en fait après s'en sortent et on fait un long travail mais qui peuvent aller bien et vraiment être transformées et avoir une vision de la vie complètement différente, et ça c'est trop bien. Est-ce qu'il existe des moyens de prévenir cette maladie ? Plus tu vas faire attention à limiter le stress, des stresseurs qui vont peser dans la balance que tu peux enlever, tu t'évites de ruminer, de te trouver en situation de difficulté. Et puis, tout ce que tu vas pouvoir mettre en ressources, tout ce que tu aimes bien faire, toujours faire attention. Tiens, j'ai plus cette ressource-là, je peux plus aller au sport parce que je suis blessée, qu'est-ce que je mets à la place ? Qui va me faire du bien ? Quels sont les lieux
qui me ressourcent, quelles sont les personnes qui me ressourcent, quelles sont les activités qui me ressourcent. Voilà, c'est vraiment les choses essentielles pour essayer de prévenir la dépression et de se dire que quoi qu'il en soit, même si on traverse la dépression, c'est des choses qui arrivent à vraiment beaucoup de monde et c'est ok en fait. On a le droit aussi d'aller mal, on passera tous par des moments où on va mal. C'est ce que je dis à tous mes patients, en fait, ce qui nous réunit tous sur cette terre et on ne sait pas trop pourquoi, c'est que tout le monde va souffrir à un moment ou à un autre. Voilà, ça c'est le truc qui nous réunit, qu'on soit des humains, des animaux, des plantes, on va tous passer par ces moments-là. L'idée c'est comment on fait pour traverser ces moments-là, quels outils on va trouver et plus on va les connaître, plus on pourra les activer. Psychologue est un métier parfois compliqué. Est-ce que parfois vous avez été mise en difficulté dans l'accompagnement d'un patient atteint de dépression ? Je vais pas dire que c'est toujours facile. Oui, des fois, moi-même, je suis gagnée par le découragement parce que quand on est face à un patient, ça fait des années qu'il est dans la dépression et qu'on a vraiment du mal à activer les ressources, qui est vraiment coincé dans des schémas de pensée, c'est vraiment difficile. Je continue toujours moi à me former. Donc j'ai des temps avec d'autres psychologues où j'ai un psychologue qui me supervise, qui m'aide à comprendre les situations qui sont difficiles. Je travaille avec d'autres psychologues, on se réunit ensemble et puis on parle des choses, des cas qui sont plus difficiles de patients pour qu'on puisse penser les choses. Et puis moi je continue toujours à me former pour avoir toujours des nouvelles pistes, des nouvelles façons de penser pour accompagner au mieux les patients. Est-ce que vous arrivez à laisser le boulot au cabinet et à faire en sorte que ça ne vous touche pas personnellement ? Ça n'a pas toujours été facile. Je dirais que moi, ce qui a été le plus difficile, c'est pas tant les patients que, par exemple, quand je travaillais en institution, parce que les institutions, ça va pas très très bien en ce moment. Et que du coup, ça, c'est plutôt les choses qui me mettent en difficulté. Après, moi, mon travail, c'est vraiment de faire la part des choses entre moi et le ressenti des patients. Si moi, je me sens mal et que c'est moi-même qui me mets à pleurer à côté du patient, vraiment, ça va pas l'aider. Donc, j'ai intérêt, moi, à bien travailler et avoir des bonnes ressources pour pouvoir accompagner les patients. Donc, par exemple, moi, mes ressources principales, c'est aussi au niveau personnel. Je fais bien attention à ma vie perso pour pouvoir être vraiment plus tranquille pour accompagner les patients. Et puis ma ressource aussi très forte, c'est que je fais un métier que j'aime. Donc aller au travail, pour moi, c'est toujours bien intéressant. Par mon parcours personnel, comment on peut éviter un lien fort avec une psychologue ? Comment vous pouvez mettre de la distance avec les patients qui vous touchent énormément ? Est-ce que ça vous a déjà arrivé ? Je dirais j'ai beaucoup d'empathie pour les patients, mais mon travail c'est pas être dans un lien affectif. Les patients ils viennent pas chercher un lien affectif, même si ils cherchent un lien affectif on va dire, mais mon travail c'est vraiment de faire la part des choses, parce que si jamais je me mets aussi dans un lien affectif avec les patients, en fait c'est comme s'ils venaient voir une copine, et donc c'est pas là où ça marche. Mais par contre oui, quand on rencontre les gens très régulièrement, qu'on les accompagne dans ce qui est dur, dans leur souffrance, de les voir vraiment, des fois ils sont au fin fond de la crevasse, donc nous on est là, on essaye de les remonter, donc ça crée du lien. Comme je dis, je suis le guide de haut montagne, donc on est accrochés ensemble. Moi, j'essaye de vous tirer vers le haut. Donc, il y a ce lien qui existe, mais c'est pas un lien affectif. Nous remercions Élodie Poncin, psychologue, d'avoir pris le temps et d'être venue en personne répondre à nos questions. Si nos auditeurs-auditrices souhaitent en savoir plus sur la maladie de la dépression, voici l'adresse du site internet sur laquelle nous vous invitons à aller vous renseigner. https://elodieponcin-psychologue.fr/ Merci. Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations.